ça y est. Ah, il se prend voilà. C'était prévisible. Les profs, c'est champions du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il passe. Et il se touche. Quel con. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. C'est le 18e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes aux États-Unis, à Austin, pour le 17e Grand Prix de la saison. Et avec moi, autour du barbecue dans notre ranch texan, on retrouve Niki Lambda. Comment ça va, Niki ? Hello à tous, bonjour, ça va très très bien. Et écoute, on est pas mal là au Texas, là il y a de l'espace donc. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait très très chaud donc on est pas mal. Et avec nous aussi, on retrouve Gerhard Berger. Comment vas-tu, Gerhard, depuis ton Périgord ? Ça va super. J'ai retrouvé mon Périgord natal après cette petite escapade et des prouesses en rodéo. Déjà qui nous a beaucoup impressionnés. Ah, ça fait merci. C'est gentil. Et puis, retour d'un gars qu'on avait un peu perdu de vue, Charles Carrefour. Comment ça va, Charles ? Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps ? Ça faisait quelques émissions où tu avais des choses plus importantes qu'un barbecue à faire, non ? Ouais, désolé, j'avais des problèmes de visa et du coup, j'ai pas pu me déplacer sur tous les Grands Prix, malheureusement. Ah, ok. Et avec nous, on a Lance Niol, un petit nouveau qui n'est autre que, évidemment, le fils du patron de Radio Merguez & Co. Non, je plaisante. Comment ça va, Lance ? Ça va bien. Merci de m'accueillir autour de ce barbecue. J'ai œuvré sur le barbecue football sous un autre nom que celui-ci. Mais voilà. Bonsoir à tous. Écoute, bonsoir. Alors, tradition oblige, quand on partit pour la première fois au barbecue F1, on va te demander de te présenter. Non, pas te présenter, mais nous dire un petit peu quel est ton pilote préféré, ton écurie préférée, et puis aussi ton moment de F1 préféré, ou en tout cas peut-être le moment qui t'a fait un peu t'accrocher ou te passionner à ce sport automobile. Vas-y, dis-nous tout, Lance. Je suis un vieux de la vieille, donc c'est le pilote, ça reste Prost quand même, qui a fait rêver dans fin des années 80, même les années 90, avec ses passes d'armes, notamment avec Senna. L'écurie, ça va être les anciennes écuries de Renault à l'époque où il gagnait des courses. Quoique, il y en a eu une cette année. Pourquoi pas dans le futur. C'est vrai que j'avoue sur le plateau actuel, on peut pas vraiment dire que j'ai un pilote préféré, mais disons que on va dire je vais avoir une préférence pour celui que tout le monde honnie, c'est-à-dire Verstappen comparé à Hamilton que tout le monde adore. Oh là, monsieur lance les débats merguez. Il lance des merguez dès le début du barbecue, alors que le barbecue n'est pas encore assez chaud. Mais je mets de l'huile sur de la graisse de merguez. Est-ce que ce serait pas le premier membre de la Team Max de la team Radio Merguez? En tout cas, qui ose l'avouer, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, on est plus team Hamilton que team Verstappen dans l'équipe Radio Merguez & Co Barbecue F1, mais bon, écoute, on accepte tout le monde, bien entendu. Alors après, pour ceux qui sont pas là ce soir, il y a Fernando Gaspacho qui est encore une fois en train de changer son moteur et qui peut pas participer à l'enregistrement. Et puis pour les nombreux auditeurs qui nous ont demandé des nouvelles d'Olivier Pastis, on vient d'apprendre qu'il fête l'arrivée d'un petit nouveau dans la famille. Alors la famille élargie, mais il est évidemment de toutes les bringues. Et en tout cas, il nous a dit de souhaiter la bienvenue à Ayrton. Donc bienvenue Ayrton. Bon, on va passer tout de suite à la présentation de ce barbecue, de ce Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Grand Prix ? Qu'on attendait encore une fois de retrouver ce duel au sommet Verstappen-Hamilton sur un circuit qui était censé favoriser les Mercedes. Et puis, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On va vous raconter tout ça.
Et je vais commencer comme d'habitude pour cette émission, c'est par un peu les qualifs. Alors les qualifs avaient vraiment très bien commencé avec justement dans le cadre de ce duel entre les deux champions, un petit duel dès les essais libres où les voitures côte à côte au début de la ligne droite, et puis un petit engagement très serré, et puis un doigt d'honneur de la part de Max Verstappen envers son rival Hamilton. On s'est dit que ce week-end avait bien commencé, que ça allait bien chauffer. Stupid idiot. Ignore it, don't worry about it. Et puis, on a pu voir les qualifications et contre toute attente, on a pu voir que c'était Verstappen qui avait signé la pole position avec une deuxième place pour Lewis, troisième place pour Perez, et puis on avait une quatrième position pour Bottas, mais il y a eu besoin de faire des changements moteurs aussi sur beaucoup de moteurs Mercedes, donc ça a quand même entraîné le fait que Bottas s'est retrouvé 9e, et puis on avait une 5e place pour Leclerc, 6e Sainz, donc les deux Ferrari 5 et 6, et puis un Ricciardo 7, Norris 8, Gasly 9 et Tsunoda 10. Je vais m'arrêter là, et puis je vais demander tout de suite à Lance ce qu'il a pensé de ce Grand Prix, tout de suite à l'issue de ses qualifs, qu'est-ce qu'il a pensé des performances de chacun, et puis de ce que ça allait donner pour le dimanche. C'est des essais très très compliqués pour les Red Bull, qui laissaient pas du tout présager de ce qui allait se passer en qualif. Donc assez étonné. C'est vrai que, comme tu l'as dit, les Mercedes étaient vraiment au-dessus. Donc la pole lui tendait les bras au père Lewis, et belle performance des Red Bull. Ok. Gerhard, toi, t'avais vu ça comment? On se disait quand même que ça faisait quelques grands prix. Moi, il me semblait qu'au niveau des performances, les Mercedes avaient repris du poil sur la bête Red Bull. Et puis là, un peu patatras, on a l'impression que ça y est, quoi. Red Bull, eux aussi, ils ont donné quelques coups de rame, ils sont remis au niveau, non? Ouais, d'autant plus que le circuit des États-Unis en général, favorise plutôt les Mercedes plutôt que les Red Bull en termes de performance pure. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voyait au début des essais libres, mais assez rapidement, finalement, le vent a un peu tourné pour les Mercedes qui n'arrivaient plus trop à grappiller de centièmes sur leur temps, et alors que les Red Bull, au contraire, y arrivaient. Donc, je crois qu'ils ont les Mercedes ont eu une très bon essai libre vendredi matin à l'heure d'Austin, et déjà un peu moins en essai libre 2, et c'est vrai que aux essais libres 3, j'ai l'impression que ils savaient plus trop où ils étaient. Alors je sais pas si c'était des runs qui étaient beaucoup plus axés sur le rythme de course, donc pas forcément des performances de temps comme on peut le voir en qualification. Mais c'est vrai que on se disait, les Mercedes sont pas forcément là où on les attendait, loin devant les Red Bull, et au contraire, les Red Bull étaient très proches et présageaient effectivement de bonnes batailles pour les qualifications et pour la course. Donc c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là, probablement pas tant que ça pour les Mercedes, mais pour les spectateurs, c'était probablement ce qu'on attendait. Ouais, alors j'ai signalé que effectivement on avait un Bottas qui, encore une fois, pour la Xème fois en Y course, avait encore besoin de changer une partie du moteur. Charles, tu n'aurais pas des infos quand même? Les moteurs Mercedes, ça a l'air un peu compliqué en ce moment, puisque là, on a parlé de Bottas, mais il y a aussi du côté des autres pilotes, on avait changement de moteur pour aussi Russell, il me semble, puis aussi pour Vettel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau moteur Merco là? Ça part en freestyle. Bottas, il a lancé une entreprise de récupération de Ferrari, et du coup... Non, en vrai, je pense que soit ils se servent de Bottas comme banc d'essai réel pour tester peut-être des lubrifiants, des huiles, et du coup ça passe pas. Soit ils ont un vraiment problème de fiabilité, mais c'est bizarre qu'Hamilton n'ait pas forcément changé lui aussi les derniers éléments de son bloc moteur. Il faut rappeler qu'en Russie, il a changé que le moteur à combustion, il n'a pas changé les éléments électriques. Donc soit il teste, soit il y a vraiment un souci. Ce qui peut craindre le pire pour Lewis pour la fin du championnat.
sachant qu'il reste 5 courses, donc grosso modo, il reste 300 km par Grand Prix, plus les essais libres. Il reste quand même pas mal de kilomètres à faire avant la fin du championnat. Donc, potentiellement, on peut craindre une nouvelle pénalité de place pour Lewis dans les prochains Grands Prix. Ok, bon, bah. J'avais vu que Bottas ne pensait pas devoir changer son moteur ou des pièces du moteur d'ici la fin de la saison. Effectivement, pour Hamilton, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même l'épée de Damoclès, nouveau moteur qui lui pendait au nez. Effectivement, ça arrive pas forcément au meilleur moment, avec juste 5 courses qui restent et le championnat qui est ultra serré, que ce soit le championnat constructeur ou le championnat pilote. Okay. De ce que j'avais compris, en fait, ils essayaient de donner un certain nombre de kilomètres au moteur et de voir comment les pièces réagissaient et de se permettre après de voir niveau fiabilité, comment le moteur se comporte à X, Y, Z km/h. Donc, ce qui permettait d'avant que tout claque, que savoir où ça en est, comment on en vient à un point de rupture. D'accord. Bon, on a parlé de Mercedes, on a parlé de Red Bull. Niki, tu aurais peut-être envie de parler de Ferrari ou de McLaren ou d'Alpine. Vas-y, dis-nous. Et ouais, c'est quand même étonnant. Je trouve, c'était un beau petit clin d'œil de voir donc les 2 Ferrari 5 et 6, les 2 McLaren 7 et 8, puis les 2 AlphaTauri 9 et 10. Je trouvais ça assez marrant. Après, ouais, en fait, j'ai pas eu trop de surprises moi personnellement sur les qualifs. Au final, quand on regarde l'ordre, on se dit que la logique des forces en présence est plus ou moins respectée. Moi, ce qui m'a plus quand même étonné, c'est pour revenir très rapidement sur Red Bull et Mercedes, c'est de voir Hamilton qui est quand même à 20 centièmes de Verstappen. On était plutôt habitué à voir des qualifs, justement des temps de qualif très très serrés. Des fois, certains pilotes ne pas passer en Q2 ou quoi pour quelques centièmes. Là, Hamilton, il est quand même à 20 centièmes de Verstappen. Bottas, il a plus d'une demi-seconde de Verstappen sur ce run de Q3. Donc vraiment très très grosse qualif de Verstappen. J'étais assez surpris positivement, on va dire, de Perez, quand même, qui nous avait habitués à faire des sales samedis. Et là, depuis quelques grands prix, il a vraiment repris du poil de la bête. Mais après, sinon, sur le reste, Alpine un peu décevant. Enfin, Alonso 14e, Ocon 11e, donc aucune Alpine qui se hisse en Q3. Ça reste un peu décevant. Après, c'est pas non plus une contre-performance incroyable. Si on estime que Tsunoda, parce que Tsunoda, on en parlait pas mal en mal au début de la saison. Là, c'est pareil, lui, depuis quelques grands prix, il s'est remis un peu la tête à l'endroit. Il commence de plus en plus à avoir des performances qui sont proches de celles de Gasly. Donc, de voir Tsunoda une ou deux places au-dessus de Ocon en qualif, je trouve ça pas non plus hyper étonnant. C'est pour moi la hiérarchie, elle a été quand même respectée dans son ensemble là sur les qualifs. Sur les qualifs, après, une grosse surprise. Ouais. Après, un truc quand même qu'il faut ajouter aussi sur la performance des Red Bull et de Verstappen, c'est que pour ces 2 Red Bull qui avaient organisé leur qualif et qui étaient en gros après les Mercedes sur leur dernier tour de chrono, il y a quand même la pluie qui est apparue sur le dernier secteur, en fin de dernier secteur, et qui a pu aussi, même si évidemment ils en ont rajouté pour faire un peu de la domination psychologique par rapport à Mercedes, mais ils ont quand même eu un peu de pluie sur la fin qui leur a peut-être fait perdre quelques centièmes en plus ou voire quelques dixièmes sur le dernier tour chrono. Donc la différence était quand même assez intéressante du côté Red Bull. Écoute, je vais laisser le mot de la fin sur les qualifs à Lens. Est-ce que tu as des points à ajouter? Est-ce que, par exemple, voir les performances des Ferrari à ce niveau-là, avec un peu presque une certaine facilité pour être un peu les premiers derrière les 2 écuries stars, je sais pas si ton cœur est un peu du côté de la Scuderia, mais c'est quand même plutôt, elles sont revenues vraiment en forme sur cette fin de saison. Ouais, elles reprennent vraiment du poil de la bête. C'est vrai que sur d'autres grands prix précédents, c'était vraiment compliqué pour les Furia Rosa, mais
ça reste quand même assez loin. C'est-à-dire que vraiment, à part une surprise, une pluie dantesque qui tombe sur un morceau, toutes les voitures qui partent dans les graviers en mode à l'ancienne, c'est de voir les Mercedes et les Red Bull devant, pas trop de surprise, mais c'est vrai que la grosse surprise de Pérez, qui est 25 millième derrière Hamilton, pour le coup, c'était vraiment la grosse cote. C'est vraiment le gars que j'attendais pas à ce moment-là. Et c'est vrai que pour gros bémol pour les Alpines, où malgré le lièvre et l'aspiration qu'a offert Alonso, Ocon qui passe pas à la Q3, quoi, c'est dommage. Ouais, bon après, comme tu dis, hein, au final, on sait jamais ce qui peut se passer. Il y a bien une Alpine qui a remporté un Grand Prix cette saison, donc voilà. C'est ça. Il peut se passer des trucs sur le circuit de F1. On va passer tout de suite à la course. Donc on l'a dit, sur la grille, on avait Bottas qui était déclassé 9e position, donc on voyait que Hamilton allait se retrouver quand même confronté à ses deux ennemis Red Bull. Et donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? Je vais peut-être faire un petit résumé très rapide de cette course. Et bien, contre toute attente, on a vu les feux verts et puis on a vu un très très bon départ d'Alonso qui a pris la tête du Grand Prix, qui a doublé Verstappen. J'ai dit Verstappen? T'as dit Alonso. J'ai dit Alonso, non. Donc très bon départ d'Hamilton qui prend la tête du Grand Prix. Ça aurait été un très très bon départ. Ça aurait été exceptionnel. De 20e. Non, mais voilà, si je fais un lapsus, c'est tout. Je confonds dans mes rêves Alonso avec Hamilton, c'est incroyable. Donc Hamilton prend la tête du Grand Prix devant Verstappen. Bon, derrière, il y a les deux coéquipiers Red Bull qui un peu, au final, Pérez laisse la deuxième place à Verstappen, et puis il s'ensuit derrière un Grand Prix. On avait dit que le slogan d'Austin, la devise d'Austin, c'était Keep Austin Weird, et puis au final ça n'a pas été si weird que ça, ce Grand Prix. C'était plutôt au final les dépassements ont plutôt eu lieu dans les stands, on va dire, ou dans les stratégies d'arrêt des voitures plutôt que sur la piste, à part pour Alonso et les Alfa Romeo, on va dire. Mais au final, donc Alonso qui prend la tête, Hamilton, putain, encore une fois le lapsus. Hamilton qui est en tête, et puis derrière, Verstappen est un peu à peu près au même niveau que lui, et puis il tente l'undercut. L'undercut remporte un franc succès et qui ça permet à Max de prendre les devants. Il se retrouve avec 8 secondes d'avance sur Hamilton, et puis après, avec stratégie d'arrêt, au final, Mercedes a essayé on va dire, d'étendre ses runs pour bénéficier d'une fraîcheur de pneumatique en fin de Grand Prix. Puis ils étaient censés se retrouver au duel à 3 tours de la fin, et puis ça n'a jamais eu lieu. Au final, Verstappen l'a emporté avec 1 ou 2 secondes d'avance sur Lewis Hamilton, et puis derrière, il s'est pas forcément passé grand-chose. Moi, j'étais un peu déçu on va dire, l'animation de ce Grand Prix, sachant qu'en même temps, il y avait quand même PSG Marseille que j'avais fait le choix de pas regarder. J'ai fait les deux en même temps. À la limite, tu peux être concentré sur le Grand Prix. Ouais. Voilà, donc au final, Gerhard, toi, tu as pensé quoi de ce duel Red Bull-Mercedes? Moi, en conclusion de tout ça, je dirais qu'au final, pour une fois, et ça fait quand même, c'est pas la première fois de la saison, on peut dire que Red Bull a un peu battu Mercedes au niveau de la stratégie. Ils ont été dominants sur cet aspect-là, et puis au final, Hamilton, il s'est battu tant qu'il a pu, et il a fait ce qui nous a tenu en haleine, c'était la remontée d'Hamilton sur la fin sur Verstappen, mais au final, coup d'épée dans l'eau. Ouais, je dirais pas que la stratégie d'Hamilton et de Mercedes en général était forcément mauvaise, mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu le scénario complètement opposé à ce à quoi on a été exposé la plupart des courses précédentes, où finalement c'était les deux Mercedes qui dictaient plus ou moins la stratégie de Red Bull et donc du coup de Verstappen en l'occurrence. Pour sa course. Là, en l'occurrence, il y avait, c'était Verstappen, Hamilton et Perez. Donc, les deux Red Bull pouvaient complètement dicter la stratégie de Mercedes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que Verstappen est le premier, finalement, comme tu l'as dit, à rentrer au stand, tente l'undercut qui va s'avérer effectivement très payant. Mais en plus de ça, il va demander à l'équipe, alors je sais pas s'il demande explicitement, mais en tout cas, il le fait comprendre à la radio que ça serait cool que Perez rentre au stand aussi, ouais. Donc dicter la stratégie finalement de son coéquipier pour forcer Hamilton à ne pas essayer de continuer
trop longtemps son premier relais et de finalement rentrer au stand assez rapidement après que Verstappen ait changé ses pneus. Et quand on voyait que effectivement l'undercut marchait très bien et que Verstappen allait nécessairement repasser devant. Donc c'était vraiment intéressant de voir cet angle-là finalement qui était vraiment le négatif de tout ce qu'on a pu voir auparavant avec les deux Mercedes contre la Red Bull. Ok, est-ce que tu partages cet avis, Charles? Ouais, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La stratégie était primordiale, une bonne stratégie est très primordiale sur Austin, et à chaque fois c'est le cas, parce que il est compliqué avec les voitures actuelles, compliqué de dépasser. On le voyait bien que passer en dessous les 2 secondes, voire la seconde et demie, il était très compliqué de suivre la voiture de devant. Donc la ligne droite qui est dans le secteur 2, du coup on n'avait pas le DRS, et vu que le DRS est très important pour générer du dépassement dans les grands prix, les voitures n'avaient pas suffisamment de vitesse de pointe pour dépasser. Le freinage qui est en bout de ligne droite, il n'est pas suffisant pour aussi créer du dépassement. Donc en fait les voitures se suivent, et c'est ce qui s'est passé avec Hamilton et Verstappen. Et limite à en croire que Hamilton n'aurait pas dû être premier après le premier virage, et ça lui aurait permis d'undercutter Verstappen, de repasser premier, de pouvoir faire un deuxième stop, d'être deuxième, de forcer à Verstappen de repasser au stand pour lui être premier et pouvoir en fait être premier à la fin. Là, vous voyez bien sur le premier relais, Verstappen lui était plus rapide, mais pareil, il était déventé dans les S du premier secteur, donc ne pouvait pas suivre, ne pouvait pas du coup se rapprocher vraiment en ligne droite. Et c'est tout ça la problématique des F1 actuelles et depuis 3-4 saisons. Ah, ok. C'est vrai qu'on peut effectivement penser que occuper la première position, ça oblige à une certaine passivité. En tout cas, les écuries font preuve de plus de passivité plutôt que quand elles sont en chasse. Écoute, Lance, est-ce que si tu avais été Lewis dans la Mercedes, est-ce que tu aurais opté sur une autre stratégie, peut-être, je sais pas, autre chose, peut-être quelque chose de plus ambitieux, ou est-ce que franchement les Red Bull elles étaient trop fortes, et puis en plus à 2 devant, avec un Bottas qui partait 9e et qui n'a pas vraiment réussi une remontada de ouf, est-ce que c'était trop dur? Moi j'ai trouvé qu'il s'était bien battu quand même, Lewis, mais bon, ça suffisait pas. Ouais, il s'est bien battu, mais c'est vrai que sur l'undercut et la ressortie des stands, tu vois, qui lui a mis, je crois qu'il était pratiquement à 9 secondes devant. Ouais, tout à fait. Tu disais, c'est bon, sauf casse mécanique ou alors un deuxième arrêt totalement raté. C'est bon, il est parti pour gagner. Même si à la fin, 8 tours de l'arrivée, il était quand même assez proche et est revenu très très proche. Hamilton, je pensais qu'il allait finir par le croquer, avec justement la fraîcheur des pneus. Mais est-ce que pour revenir, il a tapé vraiment dans les pneus et finalement il a perdu la qualité des pneumatiques pour pouvoir finir le travail? Ouais, c'est ça. C'est possible. Là, je vais laisser des spécialistes, s'il y a des spécialistes. Non, mais ouais, je pense qu'il a il lui a peut-être manqué pas grand-chose, mais a priori, c'est ce que disaient les commentateurs et sur Canal, c'est qu'il a fait extrêmement chaud et les pneumatiques se faisaient défoncer très rapidement. Sur les qualifs, ils étaient en rouge, ils sont tous passés en jaune parce que limite ça fait 3 tours la qualité des rouges. Ils étaient en dur sur la fin. Ils étaient en blanc. Donc, mais après, le truc, c'est qu'il y a 2 choses. Je pense que d'un côté, on peut dire que Hamilton a toujours été spécialiste dans la gestion de ses pneumatiques, et on va dire quand même que Max Verstappen a quand même beaucoup appris. Il a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Et puis, on peut aussi dire que, alors qu'on voyait bien que Hamilton allait bientôt rattraper Verstappen, je pense que Verstappen, il a eu il a eu un petit coup de DRS grâce à Schumacher dans le dernier tour ou l'avant-dernier, ce qui a fait qu'il a pu conserver son avance, et peut-être que s'il y avait eu 1 ou 2 tours de plus, on refait l'histoire du Grand Prix, mais ça lui a permis de se préserver. Niki, toi, ton avis, la Red Bull Mercedes, moi j'ai trouvé vraiment que les Red Bull avaient repris de la performance. Je sais pas d'où ça vient, mais alors que sur l'émission précédente, on est
Team Lewis, on avait dit c'est bon, ça y est, Lewis, il est champion du monde. J'ai fait un pari en sport à 800 balles. Là, je le refais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors après, la Mercedes était quand même très performante, quand on voit comment Lewis est revenu sur Verstappen justement sur son dernier relais. C'était quand même assez incroyable. Mais par contre, ouais, la Red Bull, elle a très très bien résisté. Elle a même fait mieux que résister. Donc ouais, petit regain de performance, mais je trouve que c'est un petit peu à l'image de la saison, c'est que d'un Grand Prix sur l'autre, c'est quand même assez difficile de dire ce qui va se passer, que ce soit entre Red Bull et Mercedes, que ce soit des fois là on voit que Ferrari ont eu des bonnes performances. La semaine prochaine ou dans 15 jours, ce sera peut-être McLaren qui sera largement devant. Donc c'est une saison qui est un petit peu particulière, je trouve, et c'est vraiment assez difficile de prédire ce qui va se passer dans une semaine ou 15 jours. Là, on était sur un circuit censé réussir à Mercedes, et résultat, Red Bull met 2 pilotes sur le podium, donc ouais, un petit peu étonnant. Après, moi, je te rejoins un petit peu sur la stratégie quand même de Mercedes. Oui, le fait d'être premier, ça les a obligés à une certaine passivité, et ça a permis à Red Bull de dicter un petit peu la stratégie. Après, je comprends pas pourquoi Mercedes s'est arrêté 3 tours en fait après Verstappen. C'était un petit peu le non-choix. J'ai l'impression que c'était un petit peu un non-choix. Je vais t'arrêter tout de suite. Là, il y avait effectivement sur le premier arrêt, il y avait la probabilité que Perez fasse lui aussi l'undercut et se retrouve devant Lewis Hamilton. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté. D'accord, ok, ouais. Sinon, il aurait eu le gros bout de chauneau là. Ça aurait été compliqué de remonter, quoi. Le saucisson sec. C'est ça. Mais bon, enfin, et puis pareil, bon, un peu étonné qu'ils aient pas tenté justement l'undercut quand Lewis était deuxième là, au moment du deuxième arrêt. Un peu étonné qu'ils aient pas forcément tenté non plus l'undercut, qu'ils soient restés sur leur stratégie en misant tout sur les 2-3 derniers tours de la fin. En sachant que justement c'est très difficile, comme l'a très justement dit Charles il y a quelques minutes, c'est très très difficile de se rapprocher d'une Formule 1 aujourd'hui. Dès que tu arrives, et on l'a vu sur les 3-4 derniers tours, dès que Lewis arrivait à peu près 1,5 seconde de Verstappen, on se disait c'est bon, dans 3 virages il est à moins de 1 seconde, et il reperdait 1 demi-seconde parce que trop de dirty air derrière. Ouais, mais c'était un Grand Prix qui favorisait ça. Après, on a vu à l'inverse sur d'autres Grands Prix cette saison que justement cette stratégie du côté Mercedes avait fonctionné. Alors j'ai un petit trou pour me rappeler un des Grands Prix où Hamilton avait doublé Verstappen sur la fin avec cette stratégie un peu d'une certaine façon décalée, mais ça a déjà fonctionné. À Barcelone. Voilà. Heureusement qu'il y a des experts dans l'émission. Il doit s'arrêter au 44, quelque chose comme ça, pour finir. Il y a un truc comme ça. Ouais. Par contre, en France, à Paul Ricard, c'est l'inverse. C'est Verstappen qui double Hamilton, je crois, dans le dernier tour, 2-3 virages de la fin, je crois. Il y a pas ça, je crois. En France, c'est l'inverse. Ouais. En France, ouais. Bah, si Fernando était là, si Fernando Gaspacho était là, il aurait pu nous raconter puisqu'il a assisté à ça à quelques mètres de lui. On a parlé alors j'ai pas donné le classement final du Grand Prix, il me semble. On avait donc cette première position victoire de Verstappen, et puis on a une deuxième place d'Hamilton qui a quand même obtenu les points du meilleur tour. Et puis on a une troisième position de Pérez, donc encore une troisième position pour Pérez qui commence à quand même à faire effectivement des bonnes performances. Et puis quatrième Charles Leclerc, cinquième Ricciardo, 6e Bottas, 7e Sainz, et puis Norris, et on a Tsunoda qui est quand même dans les points avec Vettel en 10e position. À noter quand même que aucune Alpine n'a fini ce Grand Prix, et puis que aucun Français non plus n'a fini son Grand Prix puisque Pierre Gasly a abandonné assez tôt dans ce Grand Prix. Alors peut-être on a parlé de Red Bull, on a parlé de Mercedes, peut-être un avis sur ce duel quand même pour les écuries, on va dire, de second rang. Ferrari, McLaren, moi j'ai dit que je trouvais que les Ferrari avaient repris de la performance. On va dire que peut-être les McLaren sont un peu en dessous maintenant, même si
On a Ricciardo quand même qui fait une belle prestation ce week-end. Charles, toi, on Red Bull, Mercedes, on a donné un peu nos pronostics, en tout cas la lutte Lewis-Verstappen, McLaren, Ferrari, c'est intéressant aussi quand même. Ah ouais, c'est ultra intéressant. Là, il y a que 4 points d'écart, je crois, 3 points et demi d'écart au championnat. Et clairement, le fait que Ferrari ait changé de moteur, c'est en Russie, il me semble, et qu'ils ont introduit le moteur à Charles Leclerc et le Grand Prix suivant avec Sainz. Clairement, ça rechange la donne dans la bagarre avec McLaren. Là, on l'a vu sur le Grand Prix où ils n'ont pas eu besoin de baisser les ailerons arrière et les ailerons avant pour gagner en vitesse de pointe, ce qui leur permettait du coup de gagner aussi en vitesse dans les virages. Ça va promettre, je pense, une bonne fin de saison pour la bagarre pour la 3e place, qui est, je pense, pour Ferrari, qui se doit de redorer son blason après l'année dernière. Et pour McLaren aussi, vu ce qu'ils ont vécu depuis 2014, ça pourrait vraiment être une super opportunité et une confirmation. Et du coup, pour 2022, ça pourrait être cool d'avoir encore plus d'incertitude sur qui va être les 3 premières forces du plateau. Ouais. Et puis bon, on avait parlé effectivement des duos de pilotes. On a évoqué évidemment Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. On trouvait que Bottas était un peu en dedans par moment. C'était un peu la même chose du côté Red Bull, mais là du côté McLaren, on a Ricciardo quand même qui revient plutôt très bien maintenant avec son coéquipier, son jeune coéquipier. Et puis du côté Ferrari, Sainz, Leclerc, ça marche plutôt bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lance? On a un Ricciardo qui revient bien, on a une McLaren qui est peut-être un peu moins performante. Voilà, si tu avais un petit billet à mettre, tu mets quoi? Tu mets Ferrari, tu mets McLaren, tu mets qui c'est que tu vois? Je mettrais quand même Ferrari, même si je regarde vite fait sur les. Ah, il y a un petit Melbourne. Alors Ricciardo, il voudra peut-être bien figurer chez lui, donc pourquoi pas. Après, sur les circuits qui restent, Ferrari devrait quand même avoir l'avantage et garder. Non, pas garder justement, s'ils ont 4 points de retard. Ouais, ils sont à peu près à la même hauteur, hein, les deux. Ils ont 3 points et demi de retard, oui, sur. C'est vrai que c'est par groupe. Après, on a nos petits Français qui sont 5e. On peut espérer qu'ils essayent de tenir leurs 10 points d'avance sur AlphaTauri. Après, c'est vrai qu'ils ont on est tellement focalisé sur l'affrontement Red Bull Mercedes qu'on a parfois tendance à oublier les poursuivants, mais ça se bat. Ils gardent les armes à la main et ils font des bonnes qualifs, ils font des bonnes petites choses. Ils gênent aussi les coéquipiers des 2 grands. Donc, parce que Bottas te fait parfois des superbes qualifs et des bons grands prix. Hein. Il arrive même à gagner des courses. Et le Grand Prix d'après, il tombe dans un trou noir intergalactique et on le revoit pas, quoi. Donc c'est un peu la même chose pour Pérez. Donc c'est sûr que tout repose sur les épaules des leaders. Des leaders. Mais c'est pas vraiment. Mais chez Ferrari, McLaren, c'est un peu différent. Là, ça s'équilibre un petit peu. Toi, Gerhard, t'en penses quoi? On a vu quand même sur ce Grand Prix un Ricciardo qui était plutôt pas mal, hein, qui a quand même été capable de retenir un Sainz derrière lui, il me semble. Et puis Norris qui est toujours au niveau. Et puis un Charles qui lui-même à la sortie de la course a quand même indiqué qu'il s'était un peu ennuyé pendant ce Grand Prix. Il avait fait des qualifs qui étaient plutôt très bonnes et puis au final une course où il s'est pas passé grand chose à part un certain sérieux de sa part. Ouais, c'est un peu l'habitué de la 4e place, Charles Leclerc. Malheureusement, il mène le peloton des Ferrari, McLaren. Il se bat parfois avec Norris, mais la voiture est encore trop loin des Red Bull et des Mercedes, même si il avouait quand même que à la fin de la course, au moins en deuxième partie de course, il commençait à penser au podium parce que finalement il avait un rythme derrière Pérez qui était pas si mauvais que ça et
il sentait que potentiellement il pouvait grappiller. Alors comme tu l'as bien dit, je pense qu'il s'est fait chier comme un rat mort parce qu'il y avait personne devant, personne derrière. Mais il reste quand même, ça reste quand même pour lui une course qui a été bonne et dans laquelle il s'est pas mal donné. Il disait que c'était une des plus grandes performances de sa carrière. Bon, j'ai l'impression qu'avec Charles Leclerc, c'est un peu les courses les plus grandes performances de sa carrière. On va pas se moquer de lui un peu comme on faisait pour Ocon qui faisait toujours le maximum. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal Grand Prix après Grand Prix, il fait toujours les plus grandes performances de sa carrière. Ouais, donc après je pense que ça reste quand même une performance. Il arrive à mettre une feuille à Ricciardo, Sainz et Norris très rapidement, alors que on sait que les performances de la Ferrari et de la McLaren sont pas forcément sur les mêmes points, mais restent quand même très proches en termes de performance de course. Donc ouais. Mais je dirais quand même que, moi je donnerais l'avantage à la Ferrari en termes de classement constructeur, parce que je trouve que la constance Sainz, Leclerc reste quand même supérieure aux performances de Ricciardo et Norris réunis. Je trouve que c'est beaucoup plus volatile côté McLaren en termes de performance. Ils vont pouvoir sortir des courses qui vont terminer premier, second, comme on a vu à Monza. Mais à côté de ça, Ricciardo peut se planter complètement à des qualifs et commencer la piste en fond de grille. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'on voit vraiment sur les Ferrari cette année. Et dans tous les cas, qu'elle passe devant les McLaren, ça serait top pour elle d'avoir la 3e place, ne serait-ce que pour la renommée et le blason de Ferrari qui reviendrait sur le podium des constructeurs, mais également en termes de budget. Je pense qu'ils ont quand même, dans tous les cas, regagné un petit peu la confiance dans le cœur de leurs supporters avec la saison qui sort, qui est quand même, on va le dire, bien meilleure que la saison passée. C'était pas très compliqué, mais surtout où ils font finalement une course avec les McLaren pour la 3e place complètement dans un autre univers que les poursuivants Alpine, AlphaTauri, etc. Okay. Donc ouais. Bon, écoute, ça me permet de saisir un peu cette perche pour passer à notre rubrique un peu concernant les franchises. Sur ce Grand Prix, un peu le suivi des franchises. Alors, on dit, il y a un dicton aussi, on dit Texas bigger than France. Et c'est un peu quelque chose qu'on a pu constater ce week-end, c'est que aucun Français n'a terminé le Grand Prix. Et puis aucun véhicule de l'écurie française Alpine n'a terminé non plus le Grand Prix. Donc ça a été vraiment un week-end qu'on peut qualifier de raté. Alors on va peut-être commencer avec notre ami Pierre Gasly, qu'on aime bien sur Barbecue F1, mais qui avait fait des qualifications plutôt honnêtes en se classant en 9e position. Ouais, c'est ça, en 9e position, puis en partant 8e avec le déclassement de Bottas. Et puis même avant le départ, il a eu un problème de capteur sur son véhicule. Et puis au bout de quelques tours, il a abandonné, je crois, vers le 14e tour, quelque chose comme ça, suite à un problème de suspension. Pas facile pour Pierre Leclerc. Niki, un peu déçu, non, pour Pierre quand même. Il est quand même, enfin voilà, il donne tout cette année, il fait des très belles performances et puis là, il n'est pas payé. Hein. Oui, et puis surtout que c'est pas la première fois qu'il joue de malchance. C'était c'est en Russie où il a eu un week-end. En Russie, il se fait. Je crois qu'il a un accident au premier tour et du coup il explose un peu sa voiture. Ouais, il y avait surtout aussi le Grand Prix qu'il avait remporté l'année dernière où il fait cisailler. Ouais. Il se fait cisailler, du coup il abandonne au premier tour. Là je suis sur les résultats de cette année, je vois le Grand Prix de Styrie, il abandonne aussi. Donc ouais, pas mal d'abandon pour Gasly cette année, c'est quand même dommage parce que en qualification, il est toujours présent, il est toujours costaud. Même si là, il fait 9e, il nous avait plutôt habitué à être 6e ou 7e en qualif. Mais bon, voilà, c'est toujours une Q3 pour lui. Et ouais, c'est un peu dommage. Il avait fait une très très bonne première partie de saison. Et là, il joue pas mal de malchance, j'ai l'impression, sur la deuxième moitié de la saison. Donc, okay. Un peu une petite passe un peu compliquée, mais bon,
c'est pas non plus des performances, c'est pas lui qui est en cause. Donc je me dis que voilà, il a pas perdu son talent. C'est juste une mauvaise passe et puis ça, la roue va tourner pour prendre un grand philosophe. Un grand philosophe français aussi, dont on connaît tous la plupart des citations. Mais écoute, Lance, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Là, on a parlé de Pierre Gasly. On a quand même son coéquipier Tsunoda qui rentre dans les points et qui, entre Gasly à 0 et Tsunoda qui marque quelques points de 9e place, ça doit faire du bien aux Japonais. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé des Alpines? Alors moi, je me permets de donner mon avis avant de te laisser répondre. Franchement, très, très compliqué ce week-end pour Alpine, où j'ai vu quand même en Ocon à la lutte quasiment avec les As. Je caricature un peu parce que je viens du Sud, mais moi j'ai presque eu l'impression qu'ils ont retiré Ocon parce que c'était trop pathétique pour l'écurie que de voir ce spectacle. C'est sûr. Là, j'ai vu que avec les As, avec les déclassements pour changement de moteur, je crois que partir 16e et 17e, ça leur était jamais arrivé de l'année à nos As. Donc bon. C'est vrai que quand tu pars derrière Mazepin, c'est chaud patate. Mais après, pour revenir vite fait, je trouvais que les AlphaTauri avaient quand même beaucoup de mal sur cette fin de saison. Ils étaient bien partis. Après, je sais pas s'il y a eu des changements ou si les autres ont vraiment progressé et finalement les AlphaTauri sont restés à leur niveau. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué sur cette fin de saison. Alors, est-ce que c'est les autres qui sont vraiment à un meilleur niveau ou si c'est moi perso je suis de cet avis-là hein. Enfin je suis désolé Lance, je te coupe un peu. Moi je suis de cet avis-là. On parlait tout à l'heure de Ricardo qui commence à accumuler les bonnes performances, Carlos Sainz aussi qui est assez constant depuis le début, Sergio Pérez qui commence à regoûter un peu aux joies du podium, et je pense que vraiment c'est parce que les 4 équipes du dessus ont maintenant deux pilotes constants. Et du coup, le AlphaTauri, par défaut, rentre un petit peu dans le rang, même si on est habitué à avoir Gasly. Gasly, il a fini combien? En Turquie, il était 6e ou 7e, je crois. Il a fini P6. Il a fini P6. Et Tsunoda qui maintenant... Tsunoda qui était habitué à finir 15e ou 16e, là maintenant il est plutôt habitué à finir entre 9 et 11, donc c'est pas non plus trop déconnant, mais je pense vraiment que c'est les écuries de devant qui ont mis un petit coup d'accélérateur pour reléguer entre guillemets AlphaTauri vraiment dans le deuxième chapeau, quoi. D'accord. Bon, vous n'aviez pas trop envie de parler d'Alpine, hein, je vous comprends, mais je vais quand même interroger Charles Carrefour là-dessus, hein, parce que franchement, est-ce qu'il pourrait nous donner des informations du haut de sa montagne sur qu'est-ce qui se passe du côté d'Alpine? Est-ce que là, ça y est, c'est bon, ils ont décidé que c'est surtout avec les commentaires de Canal quand même qui sont assez assassins sur les performances d'Alpine, notamment Franck Montagny quand même qui aime bien les défoncer alors qu'il est dans le stand avec le micro à 1 mètre des mécanos. Il est en train d'expliquer Alpine c'est de la merde cette année. On va aller voir une autre écurie. À chaque fois, ça me fait vraiment. J'ai presque un peu le petit sourire en me disant les mecs ils doivent vraiment être dégoûtés. Mais vas-y, est-ce que tu as des infos du côté d'Alpine? Parce que là, franchement, Grand Prix très, très dur pour eux. Moi, ce qui me fait rire, je répondrai à la question juste après, mais c'est souvent quand il y a de la F1, juste avant, il y a une pub pour le moteur Renault et une maman qui dit « T'inquiète pas, chérie, maman en train de construire un moteur hybride. » Et puis, Alpine finit avec un double abandon, ça me fait toujours rire. Clairement, là, du coup, il se tire une balle dans le pied 2 heures après. Et les deux sont en DNF, je comprends pas. Sachant que, excuse-moi de t'interrompre, sachant que au moins pour Alonso, on sait qu'il a abandonné avec une histoire d'aileron arrière, autant pour Ocon, moi je sais pas si vous avez l'explication. Non. Personne, ils n'ont pas communiqué en tout cas. Ouais, ils ont bien trouvé une fuite, un capteur qui n'allait pas pour abandonner, je pense. Ouais, c'est ce que Ocon disait un peu là en interview post-race. C'est un peu ce qu'il disait. Il disait oui, non, si on a eu un petit problème, mais j'en sais pas trop plus pour l'instant. Faut il a botté en touche. Ils ont voulu gratter 60 km ou 80 km sur le moteur et puis voilà quoi. Voilà. Exactement. Il a fait du politiquement correct, mais il a très mal, le Grand Prix, le week-end d'Alpine a très mal commencé, ou même dès le premier tour d'Alonso en FP1, il est obligé de s'arrêter et de déclencher un drapeau rouge parce qu'il a une énorme fuite de liquide.
Et du coup, sur l'heure de roulage, il a 20 minutes à peine. Donc dès le départ, on savait que ça allait pas forcément être un très bon Grand Prix pour eux, quoi. Qualif loupé, Grand Prix loupé en bagarre avec des Alfa Romeo où les gars ils se bagarrent pour un point, même pas. Donc non, là-dessus, la saison d'Alpine, pardon, est en dents de scie depuis le début de la saison, et je pense qu'elle le sera jusqu'à la fin. Un coup ils sont performants, un coup ils ne le sont pas. Enfin, il y a sur les 22 Grands Prix de la saison, on dirait qu'il y en a 5 qui leur convient, et le reste ils sont à la rue, où ils arrivent à choper des points parce qu'il y a des DNF, parce qu'il y a un accident, parce que ils ont de la chance, quoi. Donc c'est un petit peu dommage parce que chaque année le projet c'est on veut des podiums, chaque année le projet c'est ils ont eu des podiums. Et surtout qu'ils sortaient d'une saison avec des trois podiums, même un de d'Ocon et 2 de Ricciardo, il me semble. Donc c'était prometteur. Et là effectivement, la fiabilité est quand même pas trop mal, dans le sens fiabilité moteur, pardon, dans le sens où on les a jamais vus cramer un moteur. Leur échappement, par contre, on sait pas ce qu'il a, mais ils ont cramé peut-être 8 échappements. Je crois même au bout de 8 Grands Prix, ils en avaient déjà claqué 5, quelque chose comme ça. Donc, ils avaient sûrement un problème d'échappement avec leur voiture. Mais ouais, la voiture est pas fiable. Et puis, je pense que le 2022 arrive à grands pas. Ils vont laisser couler. Oui, puis ils ont eu leur victoire cette année. Après, il y a quand même justement ce duel avec AlphaTauri où on ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que les AlphaTauri sont globalement plus performantes que les Alpines. Après, on voit un Tsunoda qui a l'air de s'améliorer un petit peu ou gagner en expérience et améliorer ses prestations, mais clairement, ça a l'air compliqué. Clairement, effectivement, si AlphaTauri dès le départ avait les 2 pilotes constants, il n'y aurait pas de bagarre. Parce que si Tsunoda marquait les points comme Gasly le fait, quand Gasly n'est pas là, du coup l'écurie ne marque pas, ou 1 ou 2. Du coup, voilà, ça stagne. Alors que si les deux pilotes étaient en P6, P8, un peu comme l'a fait Ferrari en début de saison, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas de bagarre pour la 5e place. Je pense que c'est plutôt bien. D'accord. Mais tu as quelque chose à ajouter, Gerhard, sur les franchises ? Non, pas grand-chose. Moi, j'ai pas trop. Enfin, finalement, bon, il s'est pas passé grand-chose, je trouve, dans cette course quand on regarde dans sa globalité, mais on peut quand même remercier Alonso d'avoir fait ou tenté des dépassements, d'avoir fait quelques appels à la radio parce que Raikkonen avait un du membre doublé. Enfin bref, c'est. Moi, je suis quand même content d'avoir les Alpines au moins pour ce mini spectacle dans le Grand Prix. Après, effectivement, Ocon, je l'ai pas vu en fait du tout de toute la course, à part quand il est rentré au stand après son supposé problème mécanique. Mais non, j'ai pas grand chose à ajouter. Et c'est vrai que pour Pierre Gasly, c'est un peu dommage. Cela étant dit, Alpine peut quand même se réjouir du fait que finalement Gasly a aussi fait son DNF, parce qu'il aurait probablement rapporté plus de points, et là je crois qu'à l'heure actuelle ils sont à quelque chose comme 10 points devant les AlphaTauri. Ouais, tout à fait. Et même si Yuki Tsunoda plus ou moins sauve la casse en ramenant 2 points, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si Gasly avait fini le Grand Prix et plus ou moins dans les points aussi, pour amener aussi des points de son côté à l'écurie. Donc bon, on va voir comment ça va se dérouler dans les 5 dernières courses, mais Oui, il reste plus que 5 courses en effet, hein. C'est ce que Gerhard vient de dire, plus que 5 courses. Alors, on a l'habitude normalement de faire une rubrique sur les satisfactions du Grand Prix, en dehors de Mercedes et Red Bull, mais je pense qu'on a déjà bien balayé quand même les écuries, et puis les déceptions. C'est pareil, je pense qu'on en a plutôt pas mal parlé. Je vais peut-être faire encore un tour de table sur ce que vous avez envie de dire sur ce Grand Prix, puis on va passer à autre chose. Est-ce que Charles, t'as des choses à ajouter sur ce week-end au Texas, 400 000 personnes, plus grosse affluence quasiment, je crois, de l'histoire de la F1 au Texas. Quelques petits trucs en plus à raconter sur ce Grand Prix. En vrai, moi, si Ricciardo pouvait s'habiller et se tondre la barbe comme il fait tous les week-ends, moi, ça m'irait. Je trouvais ça magnifique.
C'est juste son délire de, je sais pas, ce qu'ils ont tous au Texas, ils ont tous fait un casque spécial. Il y a toujours une ambiance un peu spéciale là-bas, on dirait. On le voit, la remise du trophée par une voiture et chaque pionnier tout est dans la démesure, quoi. C'est très américain, on va dire. Ok. Lance, tu as des choses que tu as envie de dire sur ce Grand Prix des États-Unis ou des Amériques vite fait, c'est ça que j'avais pas pu rien revenir sur ce qui avait été dit, mais pour AlphaTauri et Alpine, c'est que quand on voit Gasly finir être pour se battre pour l'une des 10 premières places et donc se qualifier pour la Q1, non Q3, je ne sais jamais dans quel sens c'est. On trouve ça normal, alors que Ocon et Alonso qui se qualifient pour la Q3, on trouve ça exceptionnel. Donc déjà, je pense qu'en disant ça, on a à peu près tout dit entre les deux écuries. Alors, et pourtant, Alpine a toujours 10 points d'avance constructeur. Hein. Ça compte quand même. C'est des petits millions par-ci par-là qui font du bien quand même côté des écuries. Mais sinon, oui, sur un bilan global du Grand Prix, oui, c'est pas forcément passé grand-chose. Quand on regardait les écarts, sont monstrueux, même sur les 5 premières places, à part Max et Lewis qui se tiennent en 1 seconde 3. Derrière Pérez à 42 secondes, Leclerc à 52. Après, on passe la minute 20. Enfin bref, c'était je crois que le dernier, il a 3 tours de retard. Enfin bref, c'est la pugilat. Pérez était un petit peu chez lui. Il y avait pas mal de Mexicains, donc ça augure quelque chose de bon pour le Grand Prix chez lui qui va arriver. Où là, il se devra d'être performant. Donc, puis on en parlera après sur ce qu'on va attendre de ce Grand Prix de Mexico. Mais Gérard, toi, tu as pareil des petits trucs à ajouter sur ce Grand Prix. Tu as apprécié Ricciardo qui a fait un peu l'animation avec sa voiture de NASCAR. Je sais pas, est-ce que Ben Stiller dans le paddock, ça t'a fait plaisir? J'ai pas vu qu'il y avait Ben Stiller et j'étais pas au courant de la démonstration NASCAR de Ricciardo non plus. Donc, franchement, encore chose à dire sur ce point de vue-là. Non, mais après, il y a aussi le côté Formule 1 qui veut s'attaquer au marché des États-Unis, qui est pas forcément un marché très, très établi pour la Formule 1 et qui est beaucoup plus européen, / asiatique. En tout cas, je trouve, plutôt mondial, en excluant les États-Unis. Et c'est vrai que le fait qu'ils veulent mettre déjà un deuxième Grand Prix à Miami, qui font toutes ces petites animations un peu spécifiques au Grand Prix du Texas, ça montre une envie de vouloir conquérir un public qui ne l'est pas encore. Et je pense que ça peut aller que dans le bon sens. Après, moi, je trouve pas que le circuit soit particulièrement extraordinaire, celui on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais t'aimes pas Tilke, tu vas pas encore nous raconter, Gerhard. Émission après émission, Tilke, il y en a marre. Attends. Non, mais faut devenir architecte, faut devenir architecte, Gerhard. Je suis pour les bacs à sable, je l'ai jamais caché. Mais bon, bref, toujours est-il que l'ambiance effectivement avait l'air sympa sur le circuit, et tant mieux si ça peut donner envie à d'autres personnes de commencer à regarder la Formule 1. Ok. Mais après, l'idée c'est que je pense que Liberty Media qui a racheté les droits de la F1, ils sont américains, et donc c'est aussi un marché sur lequel ils ont gagné du pognon. Il y a du marketing, mais je trouve qu'ils font plutôt bien. Mais Niki, des petits trucs à dire encore sur Austin? Non, écoute, franchement, pas grand chose à rajouter. D'accord. On a fait un bon tour, donc on peut passer à la suite. Ok, très bien. On va passer à la suite. C'est notre rubrique habituelle sur les 5 informations inutiles de la semaine par Sébastien Vittel. Écoutez ça. C'est box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine.
Pérez n'a fait que suivre le slogan Heineken, quand tu conduis, ne bois pas. En apportant le trophée, Cheikh O'Neil a remonté les stands dans un proto 2023. Finalement, Max peut gagner même quand il porte une casquette à visière plate. Allez Lewis, tu peux le faire. Non pas que je sois spécialement fan de toi, mais j'aime encore moins le blondinet. Avoir le DRS grâce à Mick Schumacher, c'est un peu comme avoir le canon dans le dernier tour de Mario Kart. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà, les informations inutiles de Sébastien Vittel. Et puis, on va pouvoir tout de suite passer à parler du prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours, c'est au Mexique, à Mexico. On se rapproche de la fin de la saison. On a Verstappen qui a doublé son écart de points avec Hamilton. Il est passé de 6 à 12 points, je crois, si mes comptes sont bons. Et on arrive sur cette terre mexicaine où, normalement, c'est propice au Red Bull. Et puis, en plus, avec Red Bull, avec un pilote mexicain. Et on va faire notre traditionnel jeu des pronostics. Sachant que la semaine dernière, il y avait 3 participants autour du barbecue. On avait fait quasiment tous les mêmes pronostics et puis on était bien Team Lewis, c'est-à-dire que on va faire récapitulatif, mais je vais interroger tout de suite Niki Lambda. Niki, toi, tu avais annoncé une victoire de Lewis Hamilton, une 2e place de Maxou et 3e place de Lando Norris. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Pas terrible. Est-ce que tu penses un petit peu sur à Mexico, comment va être le soleil pour Red Bull et pour Mercedes? Écoute, ouais, je pense qu'on va se retrouver avec un podium identique à celui qu'on a eu là à Austin. Donc moi, je vais partir sur Verstappen, Hamilton, Perez. Okay. En me disant que voilà, l'ami Checo, il aura à cœur de bien performer. J'ai hésité à le virer carrément du podium en me disant que il aura à cœur de bien performer et il va se cracher. Mais voilà, j'ai décidé d'être gentil avec l'ami Checo en espérant que cette fois il ait à boire, qu'il soit ravitaillé. Oui, c'est vrai. C'est un fait de course qu'on n'a pas évoqué, qui a quand même été assez intéressant, en tout cas assez notable. C'est que Sergio a indiqué assez vite pendant ce Grand Prix qu'il avait son drinking system ne fonctionnait pas et donc au final il a fait ce Grand Prix sans boire, donc c'était une performance assez exigeante pour lui. Alors après j'avais entendu une fois Grosjean qui disait que il y a certains pilotes qui buvaient pas du tout, enfin ou très très peu durant le Grand Prix, d'autres qui s'en servaient du drink system et que globalement, il dit bon, c'était handicapant, mais c'était pas non plus, c'était pas sur ce Grand Prix là qu'il en parlait, mais c'était une fois où, je sais plus où il en parlait, mais il disait que bon, globalement, même si ça restait handicapant, c'était pas non plus trop dramatique. Ouais, on peut quand même, ça doit pas être trop agréable quand même de passer 2 heures, enfin 1h30 dans. Visiblement, il était dans le mal quand même à la fin. Il était je pense que les mecs ils sont bien déshydratés après. Entre la chaleur et les tous les jets qui se prennent en particulier dans le circuit de ce circuit-là, je pense que surtout c'est vrai qu'à Austin ça doit être c'est vrai qu'Austin ça doit être un des plus peut-être pas un des plus, mais ouais, il doit être particulièrement exigeant pour les organismes, je pense, par rapport à d'autres. Ok, vas-y, Gerhard. Écoute, toi, la semaine dernière, tu nous as annoncé une victoire de notre ami Lewis, et puis une 2e place de Valtteri Bottas. Je crois que t'es plus que Team Hamilton, t'es Team Mercedes, à mon avis. Et puis, 3e place, t'avais mis un gars, je crois, Max Verstappen. Je sais pas trop qui c'est. Tu l'as mis sur la 3e place sur la boîte. Je suis pas du tout Team Mercedes, mais mais je suis pragmatique. Enfin, je pensais l'être. Ouais. En gros, si jamais vraiment, en fait, plus on est de participants à l'émission, et mieux c'est, parce qu'au final, on sait que ça sera on va fournir aucun des bons pronostics. Donc, on peut peut-être au final connaître le bon, en fait, en le déduisant de nos mauvais. Mais vas-y, Gerhard. En procédant par élimination, on peut déduire l'ordre du podium, ouais. Tout à fait. Mais vas-y, Gerhard. Dis-nous tout, là, sur le Mexique. Ouais, moi le Mexique, je me souviens pas de ce circuit. Je suis en train de regarder un peu le tracé. J'ai pas trop le souvenir du tracé en général, donc je vais un peu aller au pragmatisme
Et je vais dire effectivement Verstappen. D'accord. Verstappen, Hamilton, allez, Leclerc, soyons fous. Je pense que là, les Ferrari, elles sont bien parties pour la fin de la saison. Ok. Et puis ton ami Bottas, tu as définitivement, c'est bon, le mec il gagne plus, il marque plus de points, tu l'as oublié quoi. Son numéro il est effacé du répertoire. Ah mais j'ai jamais été un grand défenseur de Bottas. Quiconque qui écoute les podcasts régulièrement saura que c'est probablement la personne que j'ai le plus mitraillé de la saison. Ok. Bon ben on va passer à Lance Niol. Écoute. Tu n'étais pas présent puisque c'est ta première émission, donc tu n'avais pas fait de pronostic. C'est peut-être toi qui vas être le devin du résultat du prochain Grand Prix. Je mettrai un doublé Red Bull, Verstappen et la piécette sur Perez, avec limite la petite consigne de course qui le laisse passer pour qu'il gagne le Grand Prix à l'ancienne. Et sinon, après, en troisième, je vais faire dans la nouveauté, je vais mettre un Hamilton qui va essayer de limiter la casse. Mais bon, vu qu'on a eu un Bottas pas terrible et qui fait un Grand Prix sur 2, ça peut être son retour. Donc à voir. Donc tu as mis plutôt Lewis Hamilton en troisième position. Ouais, mais plutôt Lewis en troisième. Ouais. Il y a un peu de respect. Comme quoi, les supporters de Max Verstappen peuvent être relativement calmes et ne pas forcément haïr Lewis Hamilton. Ouais. Moi, je suis paix et amour. Je ne haïs personne. Ouais, ça, c'est beau. Ça fait plaisir à entendre. Nous qui sommes Team Lewis, on doutait de ça, mais ça existe. Charles Carrefour, vas-y, dis-nous, toi qui là, t'as compulsé tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la F1, les états d'esprit, qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur Mercedes? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une évolution à venir du côté Mercedes, ils vont remonter la pente, c'est sûr. J'espère. Après, le circuit est quand même typé Red Bull. Après, pour moi, je pense que Verstappen va faire la pole, mais il y a une tellement longue ligne droite avant le premier virage que faire la pole au Mexique, c'est pas forcément le bon plan. Tout dépend de l'impulsion qu'il donne au départ. Donc, j'ai limite envie qu'il fasse la pole pour qu'Hamilton puisse l'aspirer, pour elle soit aspirée et passer au premier virage en tête. Oui, mais attention, après, si Hamilton prend la tête, après, les tacticiens Mercedes, ils sauront plus quoi faire. Ouais. Ils vont se faire doubler après. Bah ouais, c'est un petit peu ça le problème. Surtout qu'il me semble qu'en 2019, Hamilton fait une course à 2 arrêts sur ce tracé-là. Donc à voir, mais pour moi, les Red Bull risquent d'être très très fortes, tout en sachant que les Mercedes n'apportent plus d'évolution et doivent se battre avec ce qu'elles ont actuellement. Donc à voir. Et en plus, ça se trouve, Hamilton prendra des pénalités pour son moteur si jamais il décide de changer certaines pièces. Donc je partirai quand même sur une Red Bull en premier. Okay. Je dirais Verstappen. Ensuite, je dirais Bottas et Hamilton en 3. Ah oui, un Bottas deuxième et Hamilton en 3, c'est étonnant ça quand même. Il est quand même capable de performer. Hein. Il a un moteur tout neuf. Oui, non, mais d'accord. Mais si Valtteri est deuxième, Mercedes, ils vont lui dire, écoute, tu fais semblant d'avoir une panne d'essence et tu laisses passer Hamilton deuxième. Tout dépend de combien de secondes il y a entre les deux. S'il y a un vrai gap, le fossé il se crée rapidement. On l'a vu en Turquie quand Hamilton était derrière, les autres partaient et c'est compliqué après de revenir. Donc si jamais je pars du principe, je me dis faut qu'il assure son moteur. Le mieux c'est pas de DNF. Au Mexique, tu as quand même une ligne droite pour doubler qui est énorme. C'est là où les voitures tapent leur plus grosse vitesse de pointe, qui est environ de 370. C'est là où elles tapent leur plus grande Vmax. Donc il y a moyen qu'ils puissent remonter, mais de là à remonter en P2 comme l'avait fait Verstappen en Russie, il n'y avait pas forcément ce contexte météo là.
Je vais pas prédire la météo parce que ça n'a jamais été très bon. On a dit que c'était pas possible. On a dit que c'était la météo, c'était encore pire que les pronostics de F1 cette année. Ouais, okay. Donc voilà mon pronostic. Ok, très bien. Bon, moi, mon pronostic, c'est première place Lewis Hamilton, deuxième place Max Verstappen, troisième place Charles Leclerc. Je le vois comme ça. Moi, je vois un Sergio Pérez qui va un petit peu trop s'exciter sur son Grand Prix local et il va y avoir un peu de grabuge. Mais je le vois comme ça. Ok, bon, on a fait le tour des pronostics. Moi, j'avais peut-être un petit débat merguez à soumettre, c'est que il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des fans de F1 par la FIA, je crois, ou le service marketing de la FIA, j'en sais rien. Et ils ont posé la question sur les courses sprint et je savais pas trop ce que serait la réponse par rapport à ça. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur les courses sprint et puis en fait, l'adhésion à ces courses sprint n'est pas forcément très présente du côté des fans de F1. Je sais pas ce que toi t'en penses, toi, des Lance, des courses sprint qui ont été testées déjà sur quelques grands prix cette saison. Il y avait une question au niveau des fans, c'était est-ce que vous voulez que ça soit systématique ou pas? Est-ce que vous trouvez ça bien? Et je crois qu'en gros, les gens qui trouvaient ça bien, c'était 6%. Les gens qui disaient qu'il fallait que ça soit toutes les courses, il y avait quasiment personne. L'expérience est plutôt mitigée. Est-ce que c'est ton sentiment aussi, ou est-ce que tu as un avis ça apporte du spectacle, donc c'est une autre sorte de spectacle déporté de la course le samedi, qui partage un petit peu, qui peut partager l'intérêt. Alors, est-ce que ça enlève de l'intérêt à la course principale par rapport aux courses sprint? Ça, c'est à voir. Mais je pense que surtout, ce qui titille un petit peu les fans, c'est le fait que les qualifs, ça sert à quoi au final? C'est-à-dire que finalement, tu t'obtiens la pole avec les qualifs, mais t'es pas en pole sur le circuit, et c'est peut-être ça qui brouille le message. Donc, t'as plus cet aspect de j'ai gagné le droit d'avoir ma pole, et donc je suis en pole sur la course principale. Okay. Il faudrait que ça soit finalement décorrélé. À la limite, tu te sers des qualifs, tu peux. Est-ce que si tu mélanges la chose, est-ce que par exemple, je sais pas, pour donner peut-être un peu plus de points aux pilotes qui en ont pas beaucoup, est-ce que les 10 premiers, enfin les 10 derniers sont les 10 premiers de la course sprint, et comme ça c'est vraiment une petite course en elle-même par rapport à la vraie course principale le dimanche, qui elle part avec la grille de qualif. Ça peut être des idées, mais ouais, je comprends la non-adhésion. Pourtant, j'aime bien les nouveautés en foot. J'aime bien tout ce qui est technologie, VAR, etc. Donc, du monde, la Coupe du Monde tous les 2 ans. Moi, j'avoue, je suis pas contre. Donc après, faut voir comment c'est fait. Même aller plus loin sur les systèmes de qualification, des qualifications à rallonge où tu disputes des matchs contre le Kazakhstan ou la Lettonie. Moi, je t'enlèverais tout ça et pas faire une Coupe du Monde fermée, faut pas abuser, mais tout du moins faire comme ce qui est en Ligue des Champions par exemple, n'importe quelle Coupe d'Europe, tu fais des tours préliminaires pour que les petits s'éliminent entre eux. Et tu fais des phases de qualification qui sont plus courtes. Bon, ça c'est autre chose. Pourquoi pas faire ça en F1 aussi, avec des tours préliminaires pour certaines écuries, ça pourrait être un projet, mais finalement c'est ce qui a été fait avec le système de Q1, Q2, Q3. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Et finalement, ça a vraiment un bon intérêt, parce que bon, les As, à la limite, on ne devrait même pas les faire de qualification. On les fait partir 19 et 20e, et puis c'est bon. Il y a peut-être juste à savoir si c'est Mazepin le dernier ou Schumacher. Quoi, mais bon. Non, mais on se moque des As, mais les Williams étaient vraiment au fond du seau pendant quelques temps, et elles ont bien repris là. Bon, certainement, parce que ce qu'on évoquait déjà sur l'émission précédente, le barbecue précédent, c'est qu'ils ont eu des rentrées d'argent significatives qui leur ont permis de remettre un peu de développement dans les autos. Ok, alors bon, ça c'était ma première merguez, et puis une autre deuxième, c'était peut-être mais alors maintenant qu'on a un partisan de team Max, ça devient compliqué de tailler, mais on a vu quand même que Max avait annoncé cette semaine ou la semaine dernière qu'il était hors de question pour lui de participer à la série Drive to Survive, parce que lui, il n'était pas dans le romanesque et machin. Lui, il était, contrairement aux autres qui sont dans le rêve,
Comme par exemple Lewis qui rêve qu'il va être champion cette année, ben lui il était dans la réalité et que la réalité c'est que ça serait lui le champion cette année. Bon, je paraphrase un peu ses propos, mais c'était un peu ça la teneur de ses déclarations. Écoute, Gerhard, toi t'en penses quoi quand même de Max quand même? Il a l'air un peu, c'est un gars, il est sérieux, hein, on a compris. Hein. Il est néerlandais. Voilà. Exactement. C'est vrai. Enfin, c'est un trait de caractère, quoi. Enfin, tout comme les. Non, moi j'avais entendu, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'avais entendu qu'il disait qu'en gros Netflix se donnait à créer des tensions là où il n'avait pas. Et je pense ce qui est plutôt vrai. Enfin, en vrai, je sais pas du tout, mais c'est vrai que pour faire un peu de sensationnel, c'est toujours plus. C'est toujours plus juicy de créer des petites tensions, en tout cas à l'écran, où on a pu le voir. Et c'est vrai que le problème de Max, c'est première saison, quand c'était la dernière saison de Ricciardo chez Red Bull. Pardon, première saison de Drive to Survive, quand Ricciardo allait partir chez Renault. Effectivement, moi j'ai vraiment trouvé, d'un point de vue complètement objectif extérieur, parce que je regardais pas LF1 à ce moment-là, que Max était vraiment le méchant et Ricciardo finalement était le gentil. Donc je sais pas si il a gardé un peu de rancœur vis-à-vis de cet épisode-là, parce que enfin effectivement c'est un peu l'image qui lui colle à la peau depuis. Pour quiconque qui n'a pas regardé qui n'a pas beaucoup d'ancienneté dans l'histoire de la F1, on a tendance à voir Max comme un peu une tête à claque finalement, même si je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il est bourré de compétences et il a un talent fou, mais ça reste quand même une petite teigne et pas forcément le mec un peu sympa comme on pourrait voir avec je sais pas moi un Charles Leclerc ou un Sébastien Vettel qui sont beaucoup plus jovial, ou même un Daniel Ricciardo en l'occurrence, qui est super sympa, qui est tout le temps sympa, qui est le pitre du paddock, et ça fait rire tout le monde, et c'est ce qui le rend attachant aussi. Donc je sais pas à quel point vraiment c'est vis-à-vis de cet épisode qu'il a tenu ces propos-là. Après moi je peux comprendre que avec du recul, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de sensationnel et que c'est pas forcément quelque chose de l'énergie que les pilotes ont envie de dépenser en dehors de leur but premier, qui est de gagner en l'occurrence pour lui, de gagner le championnat. Ok. Charles Carrefour, tu penses que Ayrton Senna aurait été content de participer à Drive to Survive, parce que lui, même s'il était lui aussi génial et bourré de talent, c'était quand même aussi une petite tête à claque, non? Ouais, je sais pas. Ouswell, ils auraient peut-être claqué à un moment donné. S'ils s'approchaient trop. Mais ouais, là, je peux comprendre l'avis de Max Verstappen. Et, quand on suit la F1, on va dire tous les jours, on va dire de février à décembre, et que on regarde parce qu'on est passionné, on regarde Drive to Survive, et que en fait, on se rend compte que c'est pas une rétrospective Canal+, quoi. C'est une série. Et une série, il y a des bons et il y a des moins bons. On peut pas dire méchants, mais en tout cas, Netflix fait en sorte de montrer certaines personnes sous leur meilleur jour et pas forcément d'autres. Et on peut le voir dans la saison 1 avec Grosjean, où en fait ils font passer pour un clown, où on va dire voilà, c'était pas forcément le cas. Ils font passer pour un héros dans la dernière saison parce que le gars est sorti du feu. Enfin, je raccourcis, hein, mais c'est beaucoup de raccourcis. L'année dernière, ils font une pseudo-tension avec Sainz et Norris, alors que les deux, ils se kiffent, et on n'a jamais vu des teammates aussi proches depuis longtemps. Enfin, c'est clair que c'est très scénarisé quand on suit la F1 tous les jours. Et par contre, pour les gens qui sont là et qui prennent leur dose de F1 pour l'année, je peux comprendre que ça fonctionne suffisamment, quoi. Ok. Après, moi j'ai quand même du mal à. Enfin, je suis d'accord sur le fait que voilà, Netflix, c'est il y a beaucoup de sensationnel, il y a beaucoup de choses qui sont un peu exagérées, notamment sur le fait de créer des tensions, etc. Après, la série, elle sort peut-être 3 ou 4 mois après la fin de la saison. Les pilotes, ils se côtoient quasiment au quotidien les uns les autres. Je pense pas qu'il y ait des pilotes ou même des personnes dans le paddock qui justement se servent depuis 3 ans donc de Drive to Survive
pour se faire un avis sur une personne ou sur une écurie. Donc c'est là où je comprends pas trop, ou je peux comprendre que Verstappen n'ait pas forcément envie de passer pour le méchant auprès du grand public. Après voilà quoi. Enfin, il fait rien non plus pour il fait rien non plus pour se faire aimer de ses détracteurs. Donc je sais pas, moi j'ai un petit peu plus de mal quand même avec. Moi en fait je trouve que j'ai un peu de mal justement à comprendre parce que comme encore une fois les vrais suiveurs de la F1 ne vont pas attendre après Netflix pour se faire l'avis sur un pilote, tout comme ses collègues vont pas attendre que la série sorte pour savoir si Max c'est un bon gars ou pas quoi. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. On le voit bien depuis la série, l'audimat fonctionne, l'influence aussi augmente, donc il y a forcément à un moment donné tu as un point de départ. Si tu connais pas les pilotes, tu as forcément un point de départ, et si tu commences par la saison 1, tu peux vite te cataloguer les pilotes, avoir un avis sur eux qui sont pas forcément vrais, et je pense que c'est pareil à chaque saison. Et effectivement, les gens dans le paddock, en tout cas ceux qui travaillent, ont sûrement un a priori différent, parce que pour beaucoup, ils ont même les pilotes ont fait plusieurs écuries, donc en plus les gars connaissent certaines écuries, donc c'est clairement différent quand tu es en interne. On le sait très bien, mais pour le grand public, du coup, tu te fais un avis sur ce que tu vois et sur ce que tu vois, quoi. Peut-être laisser le mot de la fin à Lance, qui va un petit peu donner son sentiment par rapport à ça, s'il a envie de dire quelque chose, et puis ouais, vas-y Lance. J'ai pas Netflix, je suis l'un des 3 derniers en France à pas être abonné, donc j'ai pas pu voir les séries, mais après, si on veut faire des raccourcis simplistes, les Américains aiment bien les storytelling bien ficelés, comme tu l'as dit, des bons et des méchants. On sait que la Formule 1, c'est Lewis et ses boys, hein, c'est comme ça que c'est vendu à travers le monde, et que pour épicer un petit peu le tout, quand t'as un super héros, faut que t'aies un super vilain. Donc au final, c'est le même. C'est pour ça que je suis pas pro Verstappen, etc. Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'est plutôt. Non, mais c'est plutôt. On porte tellement le père Lewis sur un piédestal, etc. que j'ai plutôt envie de prendre la défense de celui qui au final, quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, il y a un truc qui est fait en course, c'est jamais la faute de Lewis Hamilton, c'est le méchant Max qui fait le truc. Donc, tu sais que je sais pas si on t'a déjà dit, Lance, mais il faut se méfier des réseaux sociaux quand même. Hein. Il y a à boire, à manger sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie. On m'aurait menti. Non, mais et puis franchement, moi je vois pas les mêmes trucs que toi sur les réseaux. Je trouve qu'il y a quand même une team Verstappen qui est quand même assez dynamique, on va dire. Après, je sais pas si le supporter parisien est aussi team Lewis, je ne sais pas. Il y a peut-être un lien. Non, mais je suis pas parisien, moi. Je suis pas parisien, donc. Après, c'est pour ça, c'est toujours se méfier des séries documentaires comme ça. Ouais. Si tu avais une série sur Manchester United, il serait capable de faire passer Ole Gunnar Solskjaer pour le meilleur entraîneur du monde. Donc, bon, je me disais j'ai eu peur que tu dises l'inverse à un moment, mais bon. Mais en tout cas, non. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette série, on a un peu critiqué là, mais c'est vrai que effectivement, il y a un côté assez romancé. C'est les saisons de F1 qui sont assez romancées, assez condensées. Ils essaient de créer de la dramaturgie pour chaque Grand Prix, où ils montent les Grands Prix pour un peu de mayonnaise pour un peu faire rêver. Et puis, mais c'est quand même très bon, un très très bon divertissement. Franchement, ça fait plaisir à regarder. Hein. Franchement, c'est beaucoup de plaisir. Ok, merci les gars. On a fait un bon petit tour là de ce circuit des Amériques, Austin, Texas. Et puis on va se retrouver pour le prochain barbecue au pays du Mexique, à Mexico, pour enfin la suite sur c'est le 5e Grand Prix. Enfin, il reste que 5 Grands Prix, donc on se rapproche de la conclusion de cette saison passionnante et de ce duel de ouf entre Maxou et Lewis. Salut les gars, merci, ciao. Salut. Salut. Accélère.